On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée à la relève agricole. Dans quelques instants, on reçoit Alexis Varidel, qui est le récipiendaire du prix Coup de cœur. Il a bien sûr une ferme d'élevage avec ses parents de moutons située à Mont-Saint-Grégoire. Mais d'abord, celui qui, lui, a remporté donc la bourse de 10 000 $. C'est un Français d'origine. Il habite ici depuis maintenant 7 ans. Il habite à Venise, en Québec, mais sa terre est à Noyant et il cultive de l'artichaut. À chaque année, via le CLD, le Conseil économique du Richelieu, il y a ces prix de la relève agricole, le prix Coup de cœur, également la bourse de la relève. Et cette fois, on vous présente donc le récipiendaire 2014 de la bourse de la relève agricole, Stéphane Balaguer. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonsoir, merci. D'ailleurs, on vous a remis le prix pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission. C'est ça. Évidemment, donc, vous l'aviez su quand même il y a quelques semaines. Parlez-nous du contexte dans lequel vous avez soumis vous-même votre candidature ou quelqu'un l'a fait à votre place? Non, je l'ai soumis moi-même. Donc, c'est dans le cadre d'une entreprise agricole en production artichaut principalement. Donc, il y a quand même très peu de producteurs d'artichauts au Québec, à Montérégie, assez rare. Ça reste un produit de niche avec un potentiel justement de prendre les niches et puis de se démarquer par rapport aux autres producteurs aussi, quoi. Bon, et pourquoi avoir soumis votre candidature pour cette bourse? Ça reste c'est un plus pour l'entreprise, ce qui permet aussi d'investir dans du matériel comme des herbeurs thermiques en fait, puis différentes dans le but de me mécaniser, puis pallier, dans l'agriculture, surtout moi je cultive sans herbicides, sans pesticides de synthèse, pas en agriculture biologique. Donc il y a une forme, c'est assez intransigeant, donc obligé aussi de se mécaniser pour être le moins dépendant possible de la main-d'œuvre, surtout pour le désherbage. En fait. Je présume que c'est probablement s'imposer davantage de contraintes. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est s'imposer, des contraintes additionnelles? Oui, c'est s'imposer des contraintes additionnelles. Après, c'est ce qui fait aussi qu'on se démarque. C'est un peu un cahier des charges, puis ça donne aussi une valeur ajoutée au produit, puis à l'entreprise aussi. Bon, quel est le montant de la bourse? 10 000 $. 10 000 $. Donc, c'est quand même un montant appréciable. Tout à fait. Pour un jeune entrepreneur. Oui. Parlez-nous de vous. Évidemment, on remarque l'accent. Donc, vous êtes chez vous depuis combien de temps? Alors, ça fait 8 ans exactement, depuis janvier, que nous vivons au Québec avec ma femme. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture en France, comme conseiller agricole. Puis, je suis fils de producteur aussi, fils de maraîcher dans le sud de la France, Perpignan. Et donc là, ici, je travaillais aussi toujours dans l'agriculture, puis à mon compte en création d'entreprise depuis 2 ans. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de venir au Québec? Qualité de vie, potentiel travail entrepreneur, je trouve beaucoup plus grand qu'en France. Aviez-vous des connaissances ou de la famille ici? Non. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un saut en parachute, là. C'est un saut dans le vide, là. Un saut en parachute calculé. J'étais venu travailler en 2004. J'avais fait 6 mois dans une entreprise agricole à Mont-Saint-Grégoire, ici. Bon. Et 7 ans plus tard, ça valait le coup? Oui. C'est mieux qu'en France? Mieux, je ne sais pas, mais... Ils vous écoutent pas, Voilà. Avec Internet, il faut faire attention. Mais c'est ça, donc vous appréciez beaucoup donc, votre arrivée ici, tout ça. Oui. Bon. Et pourquoi avoir fait le choix des artichauts? Alors, ça reste, je dirais, un contexte familial, dans le sens que je suis tombé dedans un peu dans la marmite étant petit. Mon père, la culture principale était l'artichaut. Et puis une culture que je connaissais de par au niveau production, puis au niveau technique aussi. J'ai vu assez rapidement que c'était un produit peu produit ici au Québec, très très peu, où les contrées, ça reste une culture méditerranéenne en fait. Et en Europe, il faut compter, en tout cas dans ma région, 9 mois de production en fait. Du moment de la plantation jusqu'à la récolte, il faut compter quasiment 9 mois. Donc ça demande de gros challenges techniques, dans le sens que pour arriver à avoir un certain volume et
une période de récolte suffisante pour être cohérent avec certains acheteurs. Donc il a fallu beaucoup d'années d'essai et en 3 mois, j'arrive à produire de l'artichaut. En 3 mois. Oui. Mais parlez-nous donc, c'est quoi la différence de climat entre Perpignan en France et ici, dans le Haut-Richelieu? Principalement l'hiver. Surtout l'hiver. Oui. Bon, en quoi ça vient changer la donne pour de la culture d'artichaut? Donc, visiblement, on peut produire de l'artichaut ici, au Québec, mais en quoi c'est différent de ce qu'on pouvait faire en France à cause du climat? Ben, il faut s'adapter. Il faut à partir de là adapter la culture. C'est pas juste prendre les techniques puis la recopier ici. Ça vous demande aussi une connaissance des techniques agricoles ici pour pouvoir adapter cette culture-là au climat québécois. Comment on l'adapte? J'allais dire par des essais-erreurs tout d'abord et par un ensemble de techniques. D'abord le choix variétal. Choix de les façons de cultiver aussi, donc différentes techniques de production. À quel moment vous faites vos plantations à ce moment-là? Début mai. Début mai. Oui. Et vous arrivez à récolter? Début juillet. Début juillet? Oui. Donc ce qui prend 9 mois en France prend 3 mois ici? Et le produit est-il si différent au final? Alors oui, hein, il y a une petite différence, c'est dans le calibre. Ça reste encore assez difficile de faire un artichaut de gros calibre. On a un artichaut quand même de calibre moyen, calibre à peu près 40, c'est une nombre d'unités par... Est-ce qu'on fait 1 ou 2 cultures par saison à ce moment-là? Donc si vous plantez en mai, vous récoltez en juillet, donc il n'y a qu'une seule récolte par saison? Non, la récolte est étalée sur tout l'été, durant à peu près 10 à 12 semaines. Donc juillet, août principalement. Voilà, de juillet à fin septembre, l'été passé, du fait que les gelées sont arrivées tardivement, j'aurais pu récolter quasiment fin octobre en fait. Bon, comment on arrive ensuite à commercialiser l'artichaut? À qui vous vendez ça? À qui sont les acheteurs? Donc ça aussi, c'est un vrai challenge. Parce que c'est un nouveau produit, donc il y a une création de marché derrière ça. Marché local, un peu dans les restaurants spécialisés. Ensuite, certains grossistes à Montréal. C'est sûr que le marché reste très montréalais pour l'artichaut. Italien, surtout ceux qui connaissent aussi. Parce que les gens qui vont à l'épicerie, ici ou ailleurs, principalement les artichauts qu'on nous présente, c'est du produit importé? Oui. Si oui, de quel endroit? Californie principalement. Voilà, ça reste... Bon. Vous avez dit en introduction donc qu'il y a peu de producteurs d'artichauts au Québec. Vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes combien au Québec ou dans la région ici à produire de l'artichaut? En Montérégie, je pense qu'on est 2, après des petits producteurs qui en font quelques-uns, mais on est 2. Bon, quelle est la grosseur de la récolte chez vous? En tonnage? Oui. En tonnage, cette année, plus de 3 tonnes. L'année pour 10 000 plants. L'année prochaine, ça devrait être au-delà de 10 tonnes avec plus de 60 000 plants. Bon, vous êtes basé à quel endroit? Alors, j'habite Venise en Québec et je produis à Noyant. À Noyant. Donc, quelle est la dimension de votre terre? 2 hectares et demi à peu près. Là, évidemment, c'est la bourse, c'est 10 000 $. Vous dites donc qu'il faut un peu se mécaniser, tout ça. Donc, ça va être quand même une somme importante que vous allez pouvoir investir. Donc, ça fait 7 ans que vous êtes ici, mais 2 ans donc que vous êtes à votre compte. C'est ça. Quelles sont maintenant les perspectives d'avenir ou de développement pour une entreprise comme la vôtre dans la culture de l'artichaut? C'est aller dans une dimension un peu plus promotionnelle de l'artichaut, où on voit l'image de l'artichaut beaucoup dans les médias. Vous parlez des différents magasins, IGA, Métro, etc. C'est un produit qu'on connaît
qu'on connaît visuellement sans savoir comment le manger. Ouais. Mais ça, c'était mon autre question. Voilà. On mange ça de quelle façon? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme recette à partir de l'artichaut? Donc plusieurs recettes, ça peut se manger très simplement bouilli, 10-15 minutes à l'eau avec un peu de sel, puis après on mange, c'est juste le bas de la feuille qu'on mange en fait, puis le cœur. Et avec une petite vinaigrette maison, une petite mayonnaise maison aussi, c'est très très bon. Ça c'est la façon, quand l'artichaut est frais, on peut le manger cru aussi. Ah oui, aussi? Oui. C'est juste que dans le commerce, ils ne sont pas frais. C'est pour ça que le produit reste beaucoup de fil en fait, pas très bon aussi. Bon. Donc évidemment, c'est un privilège. Je ne sais pas combien vous étiez là, dans le concours en tant que tel, mais visiblement le jury donc, vous a choisi. J'ose imaginer que votre dossier de candidature a séduit le jury. Ben oui, oui, quand même, je suis content. Là-dessus, non, c'est ça. C'est ça. Parce que, évidemment, souvent, quand on parle de relève agricole, chez les familles, souvent, ce sont des familles qui, de père en fils, sont établies ici dans la région. Et on le sait aujourd'hui, les entreprises agricoles ont beaucoup grossi. Oui. Ça devient évidemment des défis économiques assez faramineux. Donc, c'est quand même plus rare de voir une relève agricole qui vient d'Europe s'installer ici. Donc, je trouve ça, c'est tout à votre honneur de vouloir relever ce défi parce que parfois, quand on parle de relève agricole, pour nous, évidemment, c'est des gens qui sont établis ici depuis 30, 40, 50 ans, de père en fils, et qui, quand on arrive à la 3e, 4e génération, c'est plus difficile de continuer l'œuvre. Alors que vous, c'est un peu le contraire, parce que vous arrivez de l'extérieur, vous vous établissez, puis donc vous démarrez votre entreprise. C'est ça, c'est un peu... C'est un autre chemin. L'exemple qui confirme la règle. Oui, tout à fait. Donc, si parfois on veut manger des artichauts produits à Noyant, on fait quoi? On va cogner à votre porte? On peut cogner à ma porte. On peut, là, mon site sera mis à jour où je mettrai la liste de mes clients aussi à Montréal, marché Jean Talon, etc., où on pourra s'en procurer. Et sinon, oui, par téléphone. Monsieur Balaguer, merci beaucoup. Puis, merci beaucoup. Des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Alexis Varidel, qui est le récipiendaire, cette fois, du coup de cœur en relève agricole. Il y a quelques instants, on recevait le récipiendaire de la Bourse de la relève agricole. Cette fois, on reçoit le prix Coup de cœur. Il est avec nous, c'est Alexis Varidel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations. Merci beaucoup. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui fait que tu as remporté le prix Coup de cœur? Premièrement, est-ce que tu avais soumis une candidature dans le concours ou c'est quelqu'un qui l'a fait à ton insu? Non, c'est certainement moi qui l'avais présenté. Toutefois, c'est sûr que mon père tenait absolument que je me présente à la bourse et tout, donc on avait étoffé vraiment un projet que ça fait longtemps qui trottait dans la tête, mais qu'on n'avait pas encore mis sur papier ou quoi que ce soit. Donc, j'ai fait le travail qu'il fallait. Après ça, on a remis notre projet, puis dans la semaine suivante, après ça, j'ai reçu un email comme quoi que ma candidature avait été, elle avait été acceptée pour être vue après ça par les membres du jury. Fait que là, j'avais une entrevue. Puis, fait que ça, c'était presque un mois après. Puis après ça, j'étais allé au CLD du Haut-Richelieu. Puis j'ai passé une entrevue où c'est qu'il y avait, on était quoi, quasiment, je pense que j'avais 8 membres du jury, si on veut, que là, ils posaient une foule de questions. Puis là, tu présentais ton projet. Puis en quoi que c'était un peu innovant. Et ton projet, c'était quoi? En fait, si vous voulez, je le nomme, ça s'appellerait l'automatisation du système d'alimentation du troupeau.
Si on se résume, Automatisation du système d'alimentation ouais, du du troupeau. troupeau de moutons. Parce De que c'est une ferme ovine de moutons Ouais. qui sert pour la production d'agneaux. Donc, tout ce qui est finalement l'alimentation du troupeau, il y a des différents équipements qui peuvent se vendre sur le marché afin d'automatiser puis de mécaniser l'alimentation pour essayer de réduire un peu la charge de travail qui est liée à ces tâches-là. Donc, c'est le projet que tu as présenté donc, au jury, c'est Ouais, ça? ouais. Dans le cadre de la bourse de la relève agricole. Sauf qu'au final, le prix qu'on t'a accordé, c'est le prix coup de cœur, c'est Oui, ça? oui, oui. Parce que, en fait, je savais pas qu'il y avait un prix coup de cœur. Même, eux, je ne sais pas si c'était déjà prévu un peu à l'avance. Mais bon, la bourse, normalement, c'est une bourse de 10 000 pour la vraie bourse d'accompagnement de la relève agricole. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai quand même été assez persuasif dans ma présentation. Je pense que j'ai quand même fait une bonne job. Je trouvais que mon projet que je présentais n'était vraiment pas à la hauteur de ce que j'ai l'habitude de remettre. Mais par exemple, je pense que ils ont très bien saisi l'idée derrière ça, puis vraiment tout le dynamisme que je peux apporter finalement à l'entreprise, puis un peu ma vision parle-nous des justement de choses. ton projet. Comment on peut réussir donc à alimenter de façon automatique un troupeau de moutons? Comment ça fonctionne, là? J'essaie d'avoir des ouais, images non, en tête, c'est sûr là. que pour la plupart des gens, c'est vraiment difficile à imager, là, mais vous pouvez venir à la ferme puis je peux tout vous expliquer ça en long et en large, ça serait vraiment pas compliqué. Parce que en quelque part, je ne sais pas, là, moi, je suis vraiment pas dans le monde agricole, mais est-ce que ça existe déjà des systèmes d'alimentation automatique pour certains troupeaux? Ouais, en ouais. quoi ton projet il est différent de ce qui se fait dans le marché? Là? Ce qui est un peu différent, c'est qu'en production ovine, c'est une production qui est un peu en train de se structurer, que c'est des systèmes d'alimentation qu'on ne retrouve pas vraiment dans cette production, ou quelque peu. Tu sais, souvent, c'est à partir souvent d'eux autres que je me suis basé, de quelques troupeaux. Et en quoi ça consiste, en fait, c'est que finalement, aux moutons, on leur sert divers aliments, tu sais, que ce soit un ensilage de foin, un ensilage de maïs, du maïs-grain, un supplément, les minéraux, vitamines et tout. Donc, finalement, en quoi ça consiste? C'est simplement de mélanger tous ces aliments-là dans une cuve qui fait juste brasser tous les aliments pour que finalement chaque bouchée que les animaux vont prendre, ça va être une ration qui va être balancée en tout ce qui est énergie, protéines, vitamines, minéraux et tout. Donc, selon leurs besoins. Puis après ça, de cette manière-là, pour ça, on est capable de soigner, de donner les aliments au troupeau seulement une fois par jour. Puis aussi, ça nous sauve aussi beaucoup de travail. Fait que finalement, on leur sert un gros lunch qu'ils peuvent manger à volonté pendant toute la journée. Puis de cette manière-là, ça nous sauve beaucoup de charges de travail. Bon. Parlons de toi. Tu as quel âge? Oui, 25 ans. Bientôt. Bientôt? Bientôt. Qu'est-ce qui fait que tu es dans le domaine agricole? C'est la famille? Ah oui, nécessairement. Je ne sais pas si j'étais né en pleine ville, si je serais devenu agricole, si j'étais. Mais par contre, je suis persuadé que j'ai quand même ça dans mes veines, veux pas, parce que je crois que dans notre famille, surtout du côté Verdun, on a toujours été agriculteurs, veux pas. J'ai grandi sur la ferme familiale, j'ai toujours été soit en dessous des pattes des vaches, en train de courir dans l'étable, jouer, n'importe quoi. Fait que j'ai toujours grandi là-dedans, puis j'ai toujours adoré ça. Donc, veux pas, après mon secondaire, j'ai décidé de diriger mes études dans le domaine agricole, puis j'ai continué aussi à l'université. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Et là, dans le fond, tu travailles sur la ferme à temps plein depuis combien de temps? C'est assez récent, j'imagine? Oui, si on veut. J'ai partiellement terminé mon baccalauréat depuis 2 ans. C'est un bac en quoi? Un baccalauréat en agronomie, sciences animales. Donc, j'ai terminé ce baccalauréat partiellement il y a 2 ans. J'ai dû faire un stage à l'automne depuis 1 an et demi. Mais ça fait 1 an que je suis vraiment à temps plein sur la ferme sans arrêt. La ferme est à quel endroit? Mont-Saint-Grégoire. Et ça fait longtemps que vous produisez des moutons? Ça fait depuis 2002. Avant, on était en production laitière. Puis mes parents ils ont décidé qu'on faisait un changement de production pour diverses raisons, pour s'orienter vers la production ovine. Au début, c'était principalement pour
occuper les bâtiments que l'ancienne l'étable laitière. Et maintenant, après ça, ça a pris un peu de l'ampleur. On a beaucoup aimé ça. On a vu qu'il y avait un potentiel dans cette production-là. Donc, petit à petit, on a grossi le troupeau qui est aujourd'hui autour de 450 brebis. 450? Oui. Ça, c'est seulement les mères. En plus de ça, on a tout ce qui est les agneaux qui sont pour l'engraissement, les femelles d'élevage et tout. Fait que on a toujours environ 1000 têtes dans la bergerie. En quoi ça aide de faire des études au collégial et à l'université dans ton domaine pour utiliser ces compétences-là, ces connaissances-là dans la vie de tous les jours au niveau de la ferme? Bien, l'agriculture, c'est plus comme que ce l'était, mettons, dans les années 50. Ça, c'est clair. Où est-ce qu'on pouvait très bien juste apprendre, comme on le dit, sur le tas, et finalement être un bon agriculteur pour le temps. Maintenant, on est bombardé d'informations, que ce soit des nouvelles techniques d'élevage, des méthodes de faire. Puis je pense qu'on a vraiment besoin d'être outillé un maximum pour essayer d'utiliser son jugement pour savoir vraiment prendre les bonnes décisions sur notre entreprise. Parce que le milieu agricole, maintenant, c'est des entreprises qui valent beaucoup, beaucoup d'argent. On ne se le cachera pas, les entreprises agricoles. Je pense en moyenne, j'ai écouté une conférence aujourd'hui, la moyenne des fermes valent environ 1 600 000. Dans les régions comme en Montérégie, où est-ce que le prix des terres est excessivement plus élevé, ça grimpe vraiment vite. Donc, c'est vraiment important pour rester en affaires, pour faire ce métier-là qu'on aime ça, d'être outillé pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ça. Est-ce que tes parents sont encore impliqués dans la ferme? Oui, tout à fait. Énormément. Bon. Mais donc, c'est une relève graduelle? C'est une relève qui va se faire... Oui, progressivement. Parce que tes parents ne sont pas très, très âgés non plus? Bien, mes parents, là, ils ont passé le cap de 55 ans. Bon, c'est pas très vieux. Non, c'est ça. Non, je compte bien les exploiter jusqu'à 75-80. On va rembobiner, on va recommencer. Donc ça veut dire qu'il y en a encore pour une bonne vingtaine d'années. Ah, certain. OK, fait que là, tu vas te rendre jusqu'à 45. Là, à 45 ans, tu vas prendre la relève au complet. On va changer les genoux, les hanches, un peu tout, là, puis on va mettre ça en œuvre. Mais eux-mêmes, probablement, ne veulent peut-être pas se détacher tout de suite, de toute façon, de l'opération. Je ne sais pas, comment vous entrevoyez la relève, justement? Mais ça, c'est un gros processus. Quand même, le transfert de ferme, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ça soit bien fait. Il faut prendre le temps de bien le faire, poser les bonnes réflexions vraiment pour s'assurer que ça soit équitable pour tout le monde, que mes parents aient une bonne retraite, que moi, je ne sois pas pris avec une entreprise qui va être surendettée, qui sera aucunement rentable. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur, mais les deux sont aucunement intéressés par l'entreprise. Okay. Mais bon, il y a quand même une question d'équité qui revient là-dedans. Tout à fait. Et donc, comme mes parents, ils voient un peu un retrait progressif, un peu aussi un retrait des responsabilités, puis un peu tout du stress qui vient un peu, le stress financier. C'est clair. Fait qu'un peu, c'est un retrait progressif, je veux pas, mais ça risque d'être sur longtemps. Je sais très bien que mon père, lui, il va certainement toujours être là pour venir faire son tour. Mais élever des moutons, ça reste du 7 jours sur 7. Je veux dire, est-ce que ça commence très tôt le matin, mais en même temps, c'est pas comme des vaches non plus? Je veux dire, c'est quoi une journée typique? Ce qu'on aime beaucoup de la production ovine, ce qui était une bonne part du gâteau, du pourquoi que mes parents ont changé, c'est qu'ils voulaient avoir une production qui était plus flexible. Je ne vais jamais dire qu'on travaille moins que d'autres productions. On travaille pas mal quand même. Puis, mais ce qui est bien, c'est vraiment que c'est quand même plus flexible. Comme si on est mettons, on a le temps de Noël, puis on décide que le train, on va le commencer plus tard parce que la veille, on s'est couché à 1 heure le fou. Bon, on peut le commencer à 8 heures le train, ça ne dérangera pas. Là. Mais aussi, si on veut le commencer plus tôt parce qu'on a un souper le soir ou quoi que ce soit, ça nous offre, c'est plus flexible. Mais ça reste qu'on a des animaux, qu'on doit s'en occuper, les surveiller. Donc, ça son lot de responsabilité. Bon. Et ça demeure quand même une industrie qui est relativement rentable et tout ça, donc on est capable d'en vivre correctement. Puis, Oui, mais on doit vraiment s'assurer d'être très, très productif, de bien contrôler ses coûts de production, de vraiment
C'est une production, la production vigne, qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis c'est une production qui est comme qui a beaucoup de défis à relever, selon moi. Ouais. Il y a beaucoup. Je crois que nous autres, on a. Je pense pas qu'on peut se plaindre parce on a toujours été un peu avant-gardiste sur la productivité qu'on recherchait et tout. On s'est vraiment très bien encerclé de gens avec des connaissances vraiment importantes. Donc, de cette manière-là, présentement, on a une entreprise qui va bien. Qui réussit à s'en sortir. Alexis, merci beaucoup. Félicitations. Merci Bonne beaucoup. chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. À l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février, journée des amoureux, c'est aussi la journée du premier versement des taxes municipales. Vous savez qu'il y en a 4 par année. Bien, le premier, il se fait bien sûr le 14 février. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Les élus ont repris leurs travaux d'ailleurs lundi, le 20 janvier 2014. Donc, les 2 mercredis suivants, on vous présente bien sûr des extraits de ce Conseil de ville. Puis ça se retrouve également sur notre site Internet. Vous désirez participer au Télébingo? C'est facile. Il y a 35 dépositaires pour acheter vos livrets sur les territoires au Richelieu et Rouville. Pour connaître la liste, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici. Après quoi, c'est en direct à tous les dimanches matins, 9h30. Et il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine qui, elle, est à 2 000. Télévision du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvh9.com. Visitez notre site Internet et également, on est sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez nous trouver facilement. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.